Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Faut tourner la page, Erika, ça fait bientôt 25 ans, c'est fini. Pourquoi restez-vous là-dedans, les Tutsis, à ressasser votre génocide? Cette interpellation, très dure, elle est adressée à Erika, l'héroïne du roman Ainsi pleurent nos hommes de Dominique Sélis. Un roman publié chez Philippe Ray qui parle du Rwanda et des Rwandais d'aujourd'hui, ces femmes, ces hommes marqués dans leurs esprits mais aussi dans leur chair par les crimes du passé, ces femmes, ces hommes paralysés par la peur d'aimer à nouveau, ces femmes, ces hommes forcés de tourner la page alors qu'ils peuvent croiser leur bourreau d'hier dans un bus, une station-service ou sur la rive calme du lac Kivu. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Dominique Sélis, bonsoir. Bonsoir. Ainsi pleurent nos hommes, c'est votre premier roman. Alors Dominique Sélis, vous êtes né au Burundi d'une mère rwandaise et d'un père belge. Vous avez vécu une partie de votre jeunesse au Rwanda avant de vous installer en Belgique. Et c'est dans le Rwanda actuel, celui où vous vivez aujourd'hui, que se déroule votre roman. L'histoire d'Erika, dévastée par sa rupture avec Vincent, qui va raconter son histoire, leur histoire, à travers des lettres qu'elle écrit à sa sœur. Alors, la question posée par votre livre, Dominique Sélis, est-ce que ça pourrait être « L'amour est-il possible dans un monde post-génocide » ? Oui, ça pourrait être cette question, tout à fait. Dit autrement, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour aimer, pour vivre après un génocide. C'est lié, hein. Donc, votre question et la façon dont je la reformule, c'est lié, oui. Comment on fait avec nos sentiments, avec nos émotions après un événement d'une telle ampleur, d'une telle tragédie qui a tout balayé sur son passage. Alors on voit, il y a vraiment dans le livre et j'imagine aussi du coup dans la société rwandaise une oscillation entre vraiment l'histoire collective du génocide et ce qu'elle continue à produire sur l'histoire individuelle vraiment de chacun. C'est ça aussi que vous essayez de montrer dans le livre ? Oui, en fait, quand je suis rentrée au Rwanda, alors petite correction, mais qui n'est pas importante. Moi, j'ai fait mon enfance au Rwanda et mon adolescence au Congo-Kinshasa. Et puis, je suis arrivée ici quand j'avais 16 ans, enfin, pour vivre. Le propos du livre, en fait, c'est... Donc, je rentre au Rwanda il y a 10 ans. J'étais rentrée plusieurs fois déjà en vacances. Et j'observe ce que vous dites, l'oscillation, que j'appelle parfois aussi la transaction, cette histoire collective qui est le génocide, qui nous tape littéralement dessus en tant qu'individu. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc, pour être plus clair, donc, il y a cet élément-là qui me pose question, que j'observe aussi sur moi. Et d'un autre côté, il y a un discours assez général des femmes rwandaises sur les hommes rwandais, et ce discours est extrêmement dur. Et ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que, bon, qu'on tienne un propos dur occasionnellement ou tout le temps, mais qui est une telle convergence dans la dureté du propos, ça m'interpelle. Et donc moi, ce que je vais commencer à me questionner sur ces deux aspects-là. Et donc l'aspect oscillation, histoire collective, histoire individuelle, c'est en fait ce que... dans un même espace qui correspond aux frontières rwandaises, si je peux dire ça ainsi, un groupe majoritaire a voulu éradiquer un groupe minoritaire. Sachant que ces deux groupes, ce sont des catégories socio-ethniques qui ont été définies par le colonisateur, nos chers ancêtres, n'est-ce pas ? Mais que les Rwandais se sont appropriés. Les Rwandais se sont appropriés ça. Donc, qu'est-ce que, dans la société rwandaise, les stigmates du passé, toutes les traces qui restent, qu'est-ce que ça nous fait à nous ? Et dans cette histoire d'oscillation entre l'histoire collective et individuelle, moi, la question qui m'intéresse, c'est comment redevenir sujet ? Comment redevenir auteur de ma vie, en quelque sorte ? Et en fait, la question est valable pour tout le monde, que ce soit... les bourreaux, que ce soit les victimes, que ce soit les témoins, que ce soit les familles des bourreaux et des victimes, il y a une question collective nous est posée de comment redevenir sujet après avoir été objet pour les victimes
des comportements qu'on a du mal à qualifier d'humains, etc. Et l'autre aspect, la question de ce regard très dur des femmes rwandaises sur les hommes, je vais en fait réfléchir à un dispositif d'écriture. Et comment rendre ça dans un texte. Alors, j'avais déjà écrit un livre qui était plus une réflexion. Et là, je veux le faire de façon romancée. Et je me dis, la relation la plus crue, la plus vraie, c'est peut-être la relation amoureuse. Et donc, le dispositif que j'imagine, c'est une relation amoureuse. Bien sûr, il y avait déjà quelques personnages qui m'habitaient. Alors, à partir du moment où je décide de créer, de partir d'une histoire d'amour, vu aussi ce que j'observe, si je peux dire, je vais utiliser des outils. Un des outils, c'est de faire un roman épistolaire où la protagoniste, Erika, écrit à sa sœur qui ne répond pas. Mais elle se téléphone. Oui, on sent qu'il y a des échanges quand même qui ont lieu en dehors de ces lettres. Où effectivement, il n'y a que Erika qui écrit dans le livre. Il n'y a que Erika qui écrit. Et donc, je vais mettre en place un format épistolaire. Et aussi le personnage d'Erika, qui n'est pas 100% rwandaise. À l'origine, je ne voulais pas la faire 100% rwandaise parce que je voulais montrer que, en fait, les Rwandais du Rwanda n'ont pas eu la possibilité d'échapper à ça. Que ce soit physique, mais que ce soit aussi psychologique. Qu'ils aient été là ou non, vraiment, au moment des faits, c'est quelque chose qui les a marqués. Qui les a et qui les a marqués profondément même. Voilà, qui les a tous pris. J'espère que ça n'a pas marqué que les Rwandais. En tout cas, les Rwandais n'ont pas pu échapper à ça. Et donc, au départ, je me dis, je vais faire d'Erika un père centrafricain. Me voilà embarqué à m'intéresser à la Centrafrique. Et quand je découvre des tas d'aspects de la Centrafrique où je n'ai jamais été, je me dis, ça, c'est pas possible. Sur ces entrefaites, pour la petite anecdote, dans mon quartier arrive une Libérienne, très sympathique, avec qui je sympathise. Je me dis, mais voilà, le père d'Erika va être libérien. Compliqué, horrible aussi, comme quoi les hommes humains, nous sommes talentueux dans l'horreur. Sur ces entrefaites, je bénéficie d'une bourse d'écriture à Bordeaux. J'arrive à Bordeaux, je discute avec des écrivains expérimentés, des romanciers expérimentés, et qui me disent, parce que j'explique c'est compliqué, le personnage Erika, etc. On me dit, de toute façon, quelle que soit Erika, on pensera que c'est toi. Et du coup, je me dis, alors, de toute façon, puisqu'on va penser que c'est moi, autant la faire comme moi. Voilà, et donc, Erika, père belge. Père belge. Et ça me simplifie la vie. Parce que je connais les codes, je connais la langue, je connais les réflexions, je peux mettre des éléments dans des villes belges, etc. Donc, voilà tout un dispositif. Et c'est vrai que dès lors que je la conçois comme ça me permet de resserrer le propos. Mais je prends toujours la peine de dire que j'ai voulu faire d'Erika, donner à Erika un père centrafricain, parce que ça m'a coûté 5 mois de travail, moi. Et j'ai voulu placer cette histoire de Centrafrique, parce que je me suis dit, j'ai pas travaillé 5 mois pour devoir annuler. Si, c'est ça aussi écrire. Vous essayez des trucs, en fait. Ouais. Mais quelle part de vous, du coup, y a-t-il dans Erika ? Je pense qu'il y a une part de moi dans tous les personnages. De moi, pour moi, je ne m'identifie pas à elle. Pour moi, Erika est très étrangère. Alors oui, il y a des éléments, j'ai dû habiller mes personnages. Donc une fois que j'avais l'ossature, il a fallu que je les habille, que je leur donne une personnalité, etc. etc. Faire d'Erika une femme métisse dans la société rwandaise d'aujourd'hui, qui est rentrée au pays après 20 ans, ce sont des éléments qui m'appartiennent aussi. Mais moi, je ne les ai pas vécus de cette façon-là, en tout cas. Alors, revenons donc sur ce couple, Erika-Vincent. Alors, votre personnage de Vincent, on peut dire qu'il a peur d'aimer, car qui dit aimer dit risquer évidemment de perdre l'être aimé. Et donc, face à cette peur, Vincent, il choisit de renoncer. Alors, je prends un extrait de vos écrits. Erika, donc c'est son ami James donc qui parle à Erika et qui lui dit « Erika, tu surestimes complètement l'amour. Pour des types comme Vincent et moi, l'amour est attentatoire à notre intégrité, car si tu veux développer une relation, rien à faire, tu dois immerger dans ton tréfonds et l'intime chez nous, c'est de la merde, un précipice, des fosses. Et toi aussi, Erika, il y a plein de tombes et pour t'aimer, Vincent est devenu funambule. »
C'est vraiment ça, la difficulté aujourd'hui. Vous disiez que les femmes rwandaises parlaient beaucoup des difficultés qu'elles avaient avec les hommes. C'est un des problèmes? Oui, je pense que c'est vraiment l'extrait que vous choisissez me permet vraiment peut-être de clarifier le propos quand je vous dis le discours, un certain discours des femmes rwandaises sur les hommes, c'est la question de l'intime. Alors je pense pas que ce soit qu'une difficulté pour les femmes rwandaises, c'est quelque chose que nous vivons tous, la question de l'intime. Mais là, je laisse aux hommes de parler d'eux-mêmes. Moi ici, ce que je cible, c'est ces hommes dans cette histoire spécifique de génocide. La culture rwandaise est une culture avec des valeurs viriles, c'est une culture martiale en majesté où il est attendu des hommes qu'ils protègent, qu'ils défendent, etc. Et ces hommes n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. D'où moi j'invente ce terme, ils ont été impuissantés dans toute l'ambiguïté du terme. Ils ont été rendus impuissants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu remplir le rôle que la société attendait d'eux. Et je vous rappelle que la base anthropologique des sociétés africaines n'est pas la même que celle en Europe, c'est-à-dire que nous, on vit dans des collectifs, là. Et ces hommes sont dans une... Il n'y a pas que ces hommes qui sont dans une crainte de l'effondrement. Je pense que tous ceux qui ont traversé cette expérience de génocide sont là-dedans. Mais ces hommes n'ont pas pu remplir le rôle que la société attend d'eux. Donc, comment vous élaborez une relation quand il s'agit de ne pas exposer votre émotionnel, si je peux le dire avec un terme simple. Est-ce qu'on peut dire pour ces hommes, et de nouveau, peut-être je relis un autre extrait qui illustre assez bien ce que vous venez de dire. À un moment, Erika dit « Avec Manzi, il suffisait d'habiter l'instant, de baiser, de déployer sa puissance phallique et masculée par son impuissance à sauver les siens. Ça m'agrée d'insuffler la vie par le sexe à nos corps caveaux pour nous réhabiliter sujets. » Donc là, vraiment, on voit qu'il y a une impuissance chez ces hommes et donc qu'ils ressentent comme une humiliation aussi. Oui, mais c'est une humiliation, c'est pas un jugement que je porte, c'est ressenti comme une humiliation non seulement de ne pas avoir pu sauver les siens, mais aussi d'avoir été témoin, bien souvent. Donc il y a cette humiliation que j'ai envie de dire, on va renfermer dans les cœurs. Et en même temps, ce qui est assez passionnant dans la société rwandaise et qui est fatigant, c'est qu'on est tout le temps dans l'intense. Tout le temps, en permanence, avec vraiment une rage de vivre. Et donc, il n'y a pas un renoncement à l'amour, il n'y a pas un rejet de l'amour, mais il y a une grande difficulté à le vivre. Et donc, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'une possibilité de rencontre des êtres, c'est par la sexualité. Alors, ça peut être le sexe pour le sexe comme partout au monde, mais la sexualité, je dirais plus largement en termes de libido, c'est comment je peux te rencontrer par la chair et inventer et peut-être nous apprivoiser et aller plus loin. Et le sexe comme acte de vivre, vous le dites plusieurs fois. Dans le sexe comme acte de vivre. Parce qu'au fond, au commencement, nous sommes issus d'un rapport sexuel. C'est absolument pas poétique de dire ça, mais il y a un rapport à la vie qui est évident, qui est immédiat. Et c'est un chemin possible. Et pour l'amour, une petite anecdote avant. Donc, je suis arrivée là en Belgique fin août. Et dans la même semaine, je me rends dans un café où je vais régulièrement. C'est un coffee shop, donc c'est que des cafés. Et j'ai rendez-vous avec un ami. Et pour une fois, je suis là et dans cet établissement, il propose une seule limonade. Et je demande ça. C'est tout à fait inhabituel, donc je demande au serveur que je connais, je dis voilà, je voudrais la limonade, et je la voudrais bien froide. Et il me dit froid comment? Froid comme l'amour au Rwanda? Voilà. Ça veut tout dire. Et quand il me dit ça, je lui dis oui. Alors on rit, je dis oui, froid comme l'amour, et donc il répète sa commande, il dit un cappuccino, une limonade glacée. Et j'ai trouvé, c'était... bon, on a plaisanté, mais voilà, ça se dit... bien sûr, on se connaît de vue, mais bon, c'est pas mon ami.
Ouais, donc c'est quand même c'est quelque chose qui est ancré, qui est connu, qui est... alors, parce qu'on parle de sexualité, mais c'est vrai que dans votre livre, on boit beaucoup, on fume beaucoup, j'ai envie de dire l'alcool, la cigarette, le sexe aussi, sont très présents. Est-ce que c'est vraiment des moyens pour continuer à vivre ? Pour certains. Il se fait qu'au Rwanda, les gens fument très très peu. Très 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 peu. Ils boivent de l'alcool, mais je ne pense pas plus qu'ailleurs. En tout cas, pas plus qu'ici, par exemple. Mais oui, c'est une piste. En fait, c'est comme toujours. Socialement, le projet de vivre ensemble fonctionne. Mais après, comment est-ce qu'on fait chacun dans l'intime ? C'est ça l'oscillation. On fonctionne très bien dans la vie sociale, etc. Mais après, quand vous êtes seul avec vous-même, comment vous faites ? Et donc, je pense que c'est ce qui m'a frappé quand je suis rentrée, que quand j'entendais notamment ce discours sur les hommes, moi, je trouve que nous avons des hommes globalement plutôt formidables, des hommes responsables. Je veux dire, hormis ceux qui ont participé dans le génocide, mais il y a quand même un paquet, hein, puisque dans les juridictions Gacaca, il y a quand même 2 millions de personnes qui ont été traduites en justice, pas que des hommes. Donc, j'étais très troublée, moi, d'entendre ce discours. Et en fait, c'est... comment je vais faire avec mon intime ? Et là, c'est un peu chacun a ses stratégies. Les femmes aussi. Chacun a un peu ses stratégies. Donc, dans cette histoire que je montre, ce sont des personnes qui passent par un côté social très fort, comme souvent en Afrique, par la boisson, par la cigarette, par la sexualité. Mais je ne voudrais pas qu'on croie qu'au Rwanda, tout le monde fume tout le temps. On fume, vraiment, on fume très peu d'ailleurs. On boit, oui, mais on fume très peu. Mais parce que vous dites, on a beaucoup parlé des hommes, mais évidemment, le génocide, il semble aussi ancré dans le corps des femmes, parce qu'on disait dans la chair même des femmes. Et vous décrivez par exemple le personnage de Diane. Alors elle s'habille toujours en jeans taille basse et talons hauts pour contempler en permanence son ventre flasque, ses poignées d'amour et ses cuisses grasses. Et elle dit, Erika, c'est la marque de mes enfants, ils les ont tués, ils m'ont tué, ils nous ont tués, mon corps a survécu avec la preuve de l'existence de mes petites. Donc ça veut dire quoi ? Que les corps, ils restent vraiment marqués dans leur chair par ces crimes ? Oui, parce que c'est ça un génocide. Vous n'avez pas... Il n'y a pas une trace palpable. Les familles... les gens ont été décimés, les familles ont été tout... Le projet, c'était de la destruction, c'était d'éradiquer. Donc, vous pouvez vivre au Rwanda, vous rencontrez des rescapés, vous l'ignorez, vous fréquentez des bourreaux qui ont purgé leur peine, qui ont pressé leur peine, si je puis dire ainsi. Donc, il y a tout un monde... qui n'ont pas été traduits, éventuellement traduits en justice, qui ne sont pas passés devant ces fameux Gacaca. Voilà, donc il y a tout un... Mais qu'est-ce qui... C'est comme tous les chagrins. Pour ne pas exposer les autres, je prends un exemple pour moi. Je veux dire, voilà, mon père est mort. Mais ça ne se voit pas quand vous me voyez dans la rue. Vous comprenez ? Ce qui reste de mon père... Pour moi, c'est dans mon corps, c'est dans mon âme, c'est dans mon cœur. Vous pouvez me fréquenter pendant des années, vous n'en savez rien. Et donc ici, avec l'exemple que vous donnez, ce personnage de Diane, c'est de dire finalement, elle a tout perdu, mais ce corps porte la trace qu'un jour, elle aussi, elle a eu une famille, elle aussi, elle a eu des enfants. C'est ce qui lui reste. C'est ce corps qui raconte son histoire, en fait. Qui raconte l'histoire de son effondrement à elle. Vous avez parlé du fait qu'effectivement les bourreaux rencontrent aujourd'hui leurs victimes parce que certains sont sortis de prison et vivent dans la capitale ou ailleurs de façon normale. Ce processus de réconciliation, il a souvent été mis en avant au niveau international. On a montré ça quand même comme un exemple, ce qui s'était passé au Rwanda. Et en même temps, votre personnage d'Erika, et je le disais en introduction, elle se sent un peu oppressée par cette obligation. Elle a l'impression qu'on l'oblige à tourner la page, alors qu'elle ne se sent pas prête à tourner la page pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Est-ce que vraiment cette réconciliation, elle reste difficile dans les faits, ça reste quelque chose d'éminemment compliqué au quotidien. D'abord, ça me fait très plaisir d'entendre que vous dites que
hors du Rwanda, on se rend compte qu'il y a eu ce processus de réconciliation. Parce que je suis ici depuis 6-7 semaines et c'est vrai que on me fait des retours sur le Rwanda qui m'étonnent toujours plus. Comme si nous étions restés calés à 28 ans plus tard. Donc ça me fait très plaisir d'entendre ça. Maintenant, la question du projet d'unité et de réconciliation, il y a eu un travail énorme, beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. Mais moi, j'invite tout le monde à se mettre à la place du personnage d'Erika, qui, je mets beaucoup de guillemets, qu'on ne me mécomprenne pas, n'a perdu qu'une partie de sa famille. Ben, comment vous faites ? Oui, qui a perdu, et c'est vrai que peut-être juste pour le préciser, ça arrive assez au début du livre, donc on ne divulgue pas trop de choses, mais effectivement elle a perdu ses tantes dans des conditions très difficiles que vous décrivez d'ailleurs, et vraiment une partie très difficile, qui ont été torturées, violées, mais c'est vrai qu'elle n'a perdu que ses tantes, et entre guillemets, évidemment, mais on sent que ça la marque, et ça la marquera jusqu'à la fin de sa vie. Oui, comme je veux dire, même comme tout humain en dehors d'un génocide, je veux dire, vous perdez les gens que vous aimez, c'est gravissime. Mais ici, comme je prête les mots au personnage d'Erika, ici le problème c'est pas que les gens soient morts. C'est même pas que les gens aient été tués, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens ont été déshumanisés. C'est ça qui est invivable. Alors, pour revenir à votre question, alors au Rwanda, on appelle ça l'unité et l'unité et la réconciliation. Il faut entendre réconciliation plutôt en termes de vivre ensemble. Et ce que moi j'essaie de montrer à travers le personnage d'Erika, c'est que c'était la seule option probablement pour le pays, mais que c'est difficile. Donc le personnage d'Erika ne conteste pas ça, sinon elle ne serait pas rentrée. Le personnage d'Erika a une quarantaine d'années. Mais ils ne sont pas dans la vengeance. Non. On n'est pas dans la vengeance, mais on est... Comment faire avec ? Donc le personnage d'Erika, c'est comment elle essaye de s'approprier cette unité, le fait de vivre ensemble, sachant que sur un plan idéologique, sur un plan intellectuel et moral, on est tous d'accord. On est tous d'accord, il faut avancer, il faut tourner la page, etc. Oui, mais il faut le vivre. Et c'est ça. Donc ce n'est pas une contestation en tant que telle du modèle, c'est de montrer la difficulté de ça. Comment il faut vivre ensemble. Je donne un exemple qui est peut-être déplaisant à entendre. Nous, au Rwanda, on n'a pas voulu se retrouver dans une configuration comme on a par exemple en Belgique, où les institutions juives sont protégées. Nous, on n'a pas ça. Je ne fais pas un comparatif. Je tends à montrer que, voilà, nous, on a voulu inclure la mémoire dans la reconstruction. Qu'est-ce que ça veut dire, inclure la mémoire dans la reconstruction ? Ça veut dire qu'on s'est assis, qu'on s'est parlé. Et que c'est difficile, et que c'est extrêmement difficile, et qu'il y a des dispositifs, des procédures qui font que, par exemple, vous êtes rescapé ou famille de victimes. Si le bourreau de votre famille a purgé sa peine, eh bien, si dans la vie sociale vous le rencontrez, vous le saluez décemment. On ne vous demande pas de l'aimer, évidemment, mais il faut vivre ensemble. Il fait partie de la société. Il fait partie de la société. La société a mis en place un dispositif, il a purgé sa peine et il revient, mais sachant que vous, l'extermination de vos parents, ou je ne sais pas, il faudra le vivre. Il n'y a pas de peine qui répare ça. Alors, votre personnage d'Erika, il est aussi très entouré. Alors, il y a James, son frère, comme elle l'appelle, je vais le traduire, de seconde main. Il y a maman colonel, tonton Damas, Coco et Zaninka, ses colocataires. Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est vraiment recréée une famille, et que peut-être pour beaucoup de Tutsis, c'était une manière finalement de combler la perte de la famille qu'ils ont perdue ? Je ne sais pas si c'est combler la perte. Combler, peut-être pas le bon terme. Bon, on ne sait pas quel mot trouver non plus. Je comprends que vous utilisez celui-là. Je vais être prudente parce que c'est vrai, d'habitude, je le précise. Moi, le lieu d'où j'écris, moi, je ne suis pas survivante. Donc, le lieu d'où j'écris, c'est vrai que ma famille maternelle a été traversée par le génocide, mais elle n'en est pas ressortie exsangue. Et moi-même, j'ai toujours ma mère. Donc, pourquoi je dis ça ? Je ne voudrais pas prendre la parole de quelqu'un d'autre. En tout cas, ce qu'il y a, c'est aussi lié au modèle anthropologique de la société rwandaise, c'est-à-dire qu'on vit
c'est le primat du collectif sur le particulier, et donc la notion de famille n'est pas complètement la même qu'ici. Les gens se sont retrouvés seuls, et donc on a refait des familles d'amitié, notamment parce que les gens se sont retrouvés démunis, sans rien, que vous n'avez pas le chômage, la mutuelle, tout ça, c'est le collectif qui vous l'apporte. Et donc, les familles, on a les gens se sont refait des familles, comme on pourrait dire, ici, c'est ma famille de cœur. Voilà. Et pour vous donner une petite anecdote, pour ancrer ça, là où j'habite, il y a une dame d'un certain âge, je ne connais pas son histoire, et qui vient régulièrement à mon portail demander un soutien économique. Et comme c'est une femme plus âgée, et de toute façon, comme on le fait toujours au Rwanda, je la fais tout de suite entrer dans la parcelle pour ne pas la laisser à la rue, et la laisser dans une posture de mendicité. Mais elle est très, très, très décente. Et alors, au mois d'août, début août, comme elle revenait, elle m'a dit... parce que je disais mamie, par respect, et elle m'a dit est-ce que je peux être ta grand-mère? C'était très mignon. Alors, elle n'a pas osé me demander si j'avais toujours ma grand-mère maternelle, et elle m'a dit est-ce que tu... Mais elle l'a dit de façon très polie en Kinyarwanda. Elle m'a dit est-ce que tu as toujours ta grand-mère blanche? Et je lui ai dit non. Et elle m'a dit est-ce que je peux être ta grand-mère? Et pour la taquiner, je lui ai dit est-ce que tu peux être ma grand-mère blanche? Elle me dit oui. Je dis je serais très honorée. Et donc elle a dit ça au gardien AUX. Voilà comment on peut aussi refaire des familles. Il y a le lien affectif, il y a le lien économique, il y a le lien de solidarité, mais il y a aussi comment à nouveau faire créer le lien. C'est ça. Et j'allais dire peut-être comment refaire société, et en même temps, vu ce que vous avez dit, c'est peut-être comment refaire humanité. Oui, moi je préfère dire ça parce que dans ce que je peux entendre à l'extérieur du Rwanda, sur le Rwanda, je suis toujours étonnée parce que j'ai l'impression que souvent on ne mesure pas la gravité de ce que c'est un génocide. Et nous, on doit recommencer à zéro. Un génocide, c'est la destruction. Tout a été rasé. Et donc, nous, il faut que nous réinventions une façon de faire humanité. Je ne trouve pas d'autre mot que... On n'est pas encore... Ici, en Europe, vous devez faire... Enfin, quand je dis vous, je ne m'exclus pas, c'est pour qu'on s'y retrouve dans la conversation. Ici, en Europe, on doit faire société avec la diversité, avec des nouveaux paradigmes, des nouvelles composantes liées à la mondialisation, etc., etc. Nous, on n'est pas du tout à ce stade. Nous, on est au stade de... Alors là, on l'a fait, la société fonctionne, mais... Nous, aujourd'hui, on est encore dans des réunions, dans des groupes où on discute de l'extermination, qu'est-ce que c'est le lien. On discute aussi, il y a des tas d'enfants, par exemple, qui se sont retrouvés seuls et qui, à 14-15 ans, sont devenus chefs de famille et qui ont pris en charge des enfants qui avaient 4-5 ans. Voilà, c'est une configuration tout à fait inouïe ou extraordinaire. Et donc, faire humanité, oui, c'est qu'est-ce qu'on va réinventer pour recréer un lien et restaurer les valeurs. C'est ça. Alors, Dominique Silis, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais j'ai quand même envie de dire un mot sur le style de ce livre, parce que c'est quand même un style particulier, très incisif. On sent vraiment, il y a des passages où il y a vraiment des mots très crus, et en même temps des passages aussi très poétiques. On sent qu'il y a une fureur de vivre dans le personnage d'Erika, et aussi, du coup, dans votre manière d'écrire. Oui, alors c'est le retour qu'on me fait. C'est un peu difficile d'avoir un propre retour sur mon écriture. En tout cas, il y a un côté haché dans l'écriture parce que je cherchais les mots. Comment dire un génocide, d'autant que moi je n'étais pas là. Comment parler de ces choses-là, d'abord. Je ne trouvais pas nécessairement les mots. Et puis... le Rwanda, c'est une culture très pudique, très dans la retenue. Et moi, j'ai voulu dire, bon, basta, quoi. Il y a 2-3 trucs qu'on doit se dire. Qu'on se dit. Allez, les étrangers, les non-rwandais pensent souvent qu'on ne parle pas.
c'est pas vrai qu'on ne parle pas, mais on parle dans le format de la culture. C'est-à-dire que vous ne verrez pas à la télévision des gens qui s'invectivent comme on peut le voir en Europe. Moi, ça ne me pose pas problème du tout ici en Europe. Mais il se fait que ce n'est pas comme ça qu'on communique au Rwanda. Ça va se faire ailleurs, dans d'autres lieux, dans les villages, dans les cafés. Il y a vraiment des espaces et des choses vraiment des choses dures peuvent se dire, des discussions, mais c'est toujours encadré. Et moi, j'ai eu envie de... Zut à la fin. C'est ça. Casser un peu les codes et de dire les choses. Et vous le dites très bien, Dominique Sélis, vraiment dans ce livre, donc Ainsi pleurent nos hommes, publié chez Philippe Ray. C'est vraiment un livre que je conseille à tous, et c'est une manière aussi de découvrir le Rwanda d'aujourd'hui, de voir où en est la société rwandaise, avec évidemment ce génocide des Tutsis qui est en lame de fond, mais autre chose, de lire autre chose effectivement sur cette histoire. Merci beaucoup Dominique Sélis. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis, et une belle soirée à tous.